Ma femme m'a placé derrière un pilier au mariage de sa sœur. Tout le monde faisait comme si je n'étais pas de la famille. Puis, une inconnue s'est assise à côté de moi et a dit « Suis mon regard et fais comme si tu étais mon cavalier ». Quand elle s'est levée pour parler, tout le monde s'est retourné. Ma femme a arrêté de sourire. Écoutez, je ne dis pas que je m'attendais à une parade quand je suis entré dans la famille Ashford par alliance. Mais je pensais au moins être traité comme un véritable être humain plutôt que comme une sorte de plante d'intérieur domestiquée qu'on gardait dans les parages pour faire joli. Ma femme Clara, belle, ambitieuse, et perpétuellement soucieuse de ce que les autres pensaient de littéralement tout, avait cette façon magique de décrire les événements pour les faire paraître bien meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité. Alors, quand elle m'a dit que le mariage de sa sœur serait juste une affaire de famille, je me suis dit, cool, peut-être quelques petites conversations gênantes avec son oncle, qui me parlait toujours de sport que je ne regardais pas, quelques verres de vin hors de prix. Et nous serions rentrés à 22 heures. Simple, facile, surmontable. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était d'être traité comme le personnel de maison qui a oublié d'utiliser l'entrée de service. L'invitation est arrivée un mardi, dont je ne me souviens que parce que c'était le même jour où mon plus gros client avait décidé de faire le mort pendant 3 semaines avant de réapparaître par magie avec des remarques créatives qui impliquaient fondamentalement de tout recommencer à zéro. L'enveloppe était épaisse. Genre, inutilement épaisse. Le genre d'épaisseur qui hurlait, nous avons dépensé plus d'argent pour ce morceau de papier cartonné que ce que vous dépensez en course en un mois. De couleur crème, évidemment, parce que le blanc aurait été trop commun pour les Ashford. Et là, estampillé en feuille d'or qui avait probablement exigé le sacrifice de la santé mentale d'au moins un graphiste, M et Madame Blake Monroe. Je l'ai fixé pendant une bonne minute, ressentant ce mélange étrange de validation et d'effroi qui survient lorsqu'on est reconnu par des gens qui, d'habitude, font comme si vous faisiez partie des meubles. Clara me l'a arraché des mains avant même que je puisse assimiler la calligraphie, poussant des petits cris comme si elle venait de gagner à la loterie au lieu de recevoir une invitation pour un événement dont elle avait connaissance depuis 8 mois. Oh mon Dieu, Blake, regarde comme c'est beau. Naomi a vraiment fait les choses en grand. C'est une invitation, bébé. Pas la Joconde. Elle m'a lancé ce regard. Celui qui disait que je faisais exprès d'être difficile rien qu'en existant dans mon état naturel de quelqu'un qui se fiche du papier de luxe. C'est important pour ma famille. Pour moi. Peux-tu au moins faire semblant d'être excité? Bien sûr, excité. C'est exactement ce que je ressentais à l'idée de passer tout un week-end avec des gens qui me traitaient comme si j'étais à un trimestre moyennement mauvais de leur demander de l'argent. Les Ashford vivaient pour ce genre de choses. De grands événements où tout le monde pouvait exhiber son meilleur comportement, ses plus belles tenues, et ses meilleures fausses modesties à propos de maisons de vacances et de portefeuilles d'investissement. C'était comme regarder une performance en direct d'un fil d'actualité de réseau social, sauf que l'algorithme de tout le monde était réglé sur « insupportable ». Nous étions mariés depuis 3 ans à ce moment-là, ce qui est apparemment le temps exact qu'il faut à votre belle famille pour arrêter de faire semblant de vous apprécier. Au début, la mère de Clara, Patricia, une femme dont le visage n'avait pas bougé depuis 2019 grâce à un dermatologue très dévoué, avait l'habitude de me présenter comme « le chanceux » lors des réunions de famille. Comme si j'avais gagné une sorte de loterie cosmique en épousant sa fille. Ne vous méprenez pas, Clara était géniale, intelligente, motivée, magnifique de cette manière naturelle qui fait que les autres femmes la détestent un peu. Mais après 3 ans à me regarder diriger mon petit cabinet d'architecture à Denver sans devenir le prochain Frank Lloyd Wright, le discours de Patricia avait changé. Maintenant, je cherchais encore ma voix, ce qui, en langage de riche, voulait dire « pas assez riche ». Mon cabinet allait bien. Pas de façon spectaculaire, il ne coulait pas, juste bien. Nous faisions surtout des projets résidentiels, quelques petits contrats commerciaux quand nous avions de la chance. J'avais 3 employés, un bureau qui ne sentait pas la moisissure, et assez de clients pour garder la lumière allumée et payer les factures de carte de crédit de Clara quand sa phase « créateur » se déclenchait, c'est-à-dire en permanence. Cette femme pouvait trouver une raison d'acheter un coussin à $400 plus vite que je ne pouvais dire « nous avons déjà des coussins ». Quand Naomi, la petite sœur de Clara et future mariée, s'est fiancée à un gars de la finance nommé Preston, qui possédait certainement un bateau qu'il ne savait pas manœuvrer, j'ai fait ce que tout beau-frère décent ferait. J'ai envoyé un texto de félicitations. Rien de sophistiqué, juste un « et, félicitations pour les fiançailles. Heureux pour vous.
Avec un de ces petits émojis coupe de champagne parce que je ne suis pas un barbare complet. Sa réponse, un émoji pouce en l'air. C'est tout. Pas même le pouce en l'air enthousiaste avec les étincelles ou autre. Juste le modèle de base par défaut. J'ai reconnu ton existence mais je n'ai pas daigné taper de vrais mots. Pouce en l'air. Cela aurait dû être mon premier indice que ce mariage allait être un désastre avec code vestimentaire. Le deuxième signal d'alarme est apparu environ 2 semaines avant le grand jour, quand j'ai commis l'erreur catastrophique de poser une question raisonnable. Clara était dans la salle de bain, en train de faire quelque chose de compliqué avec ses cheveux qui impliquaient au moins 4 produits différents et un fer à boucler qui coûtait plus cher que ma première voiture. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, la regardant dans le miroir. Et, alors où est-ce que je m'assieds à la cérémonie? Elle ne s'est même pas arrêtée en pleine boucle. Oh, je crois que c'est maman qui s'occupe de la disposition des places. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac, comme si je venais d'avaler un glaçon fait de pure appréhension. Ta mère s'occupe de là où je m'assois. Ouais, elle est vraiment douée pour ce genre de choses. Très organisée. Clara, ta mère a un jour essayé de me placer à la table des enfants pendant Thanksgiving. C'était une erreur. Il y a eu une confusion avec les marque-places. J'avais 34 ans. Elle a fini par me regarder, posant le fer à boucler avec un soupir exaspéré qui laissait entendre que j'étais déraisonnable de me souvenir de la fois où j'avais été placé entre son cousin de 9 ans et une chaise haute. Blake, s'il te plaît, peux-tu ne pas rendre les choses difficiles? C'est le jour de Naomi. Tout doit être parfait. Parfait, n'est-ce pas? Parce que rien ne dit, parfait, comme s'assurer que le mari de sa sœur sait exactement où il se situe dans la hiérarchie familiale, qui se trouvait apparemment quelque part entre la lointaine connaissance et le type susceptible de voler l'argenterie. Mais j'ai hoché la tête parce que 3 ans de mariage m'avaient appris que parfois on choisit ses batailles, et parfois on accepte simplement qu'on va perdre de toute façon, alors autant garder son énergie pour l'open bar. La semaine précédant le mariage a été un flou où Clara essayait fébrilement toutes les tenues qu'elle possédait, me demandant mon avis pour ensuite l'ignorer complètement quand je le lui donnais. Est-ce que cette robe me donne un teint blafard? Non, tu es superbe. Je le savais. J'ai l'air affreuse. C'est arrivé environ 47 fois. J'ai arrêté de donner mon avis au bout du 3e jour et j'ai juste commencé à hocher la tête d'un air solidaire en pensant à littéralement n'importe quoi d'autre, les échéances de travail, s'il fallait qu'on rachète du lait. Cet épisode de la 4e dimension avec le gremlin sur l'aile de l'avion. La nuit avant notre départ pour le mariage, Clara avait étalé tout son côté de notre dressing sur notre lit comme si une bombe de tissu avait explosé. Je n'arrive pas à me décider entre la robe bleu marine et la robe rose. Qu'en penses-tu? La bleue marine, ai-je répondu, parce qu'elle était plus proche de moi et que j'étais fatigué. Vraiment? Tu ne penses pas que c'est trop habillé? C'est un mariage. Être habillé, c'est un peu le but. Elle a soulevé la robe rose, penchant la tête comme si elle déchiffrait d'anciens hiéroglyphes. Mais celle-ci rend mieux en photo. Et voilà, la vraie raison. Pas le confort, pas ce qu'elle aimait vraiment, mais ce qui rendrait le mieux sur les inévitables 75 photos qui seraient postées, taguées, filtrées et analysées par tout le monde dans son cercle social comme s'ils étudiaient le film de Zapruder. J'avais envie de dire quelque chose sur le fait que peut-être, juste peut-être, elle devrait porter ce qui la rendait heureuse au lieu de ce qui obtiendrait le plus de likes, mais j'étais assez intelligent pour savoir que cette conversation se terminerait par moi dormant sur le canapé. Mais la rose, alors, ai-je dit, espérant que cela mettrait fin à la crise vestimentaire. Elle a souri, m'a embrassé sur la joue et a dit, tu as raison. La bleue marine est parfaite. J'ai abandonné l'idée de comprendre. Pendant que je préparais mon propre sac, ce qui a pris environ 7 minutes car les tenues de soirée pour hommes sont heureusement simples, je ne pouvais me défaire du pressentiment que ce week-end allait être mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Appelez ça de l'intuition, appelez ça de la reconnaissance de schéma après 3 ans d'événements familiaux chez les Ashford. Mais quelque chose me disait que cette invitation de couleur crème avec sa stupide feuille d'or n'était pas tant un accueil qu'un tir de sommation. Je ne savais juste pas à quel point j'avais raison. Le complexe hôtelier où Naomi avait décidé de se marier donnait l'impression que quelqu'un avait pris un tableau Pinterest intitulé « Fantasme montagnard pour gens riches » et l'avait rendu réel avec un financement illimité et absolument aucun souci pour les contraintes budgétaires. Nous parlons du genre d'endroit qui avait une allée circulaire faite de vrais pavés, des voituriers en uniforme qui ne se lavaient probablement qu'à sec,
et un hall qui sentait les bougies chères et la richesse générationnelle. L'endroit tout entier hurlait, si vous devez demander les prix, c'est que vous n'avez pas les moyens d'être ici. Ce qui était ironique, considérant que j'étais à peu près sûr que les parents de Preston payaient la majeure partie de cette extravagance, et qu'ils avaient fait fortune en faisant quelque chose avec des fonds spéculatifs que je ne comprenais pas et qui, j'en étais presque sûr, étaient en partie illégales. J'ai avancé notre voiture jusqu'à l'entrée, une Audi raisonnable que Clara avait choisie parce qu'elle était sophistiquée mais pas tapa accent graveleuil, ce qui voulait vraiment dire assez cher pour que les gens sachent que nous avons de l'argent. Mais pas trop cher pour que les gens pensent que nous en faisons trop, et je me suis immédiatement senti sous-habillé malgré le port de mon meilleur costume anthracite. Celui que j'avais acheté pour notre propre mariage, en fait, qui avait miraculeusement survécu 3 ans sans que Clara ne suggère que je le remplace par quelque chose de plus contemporain. Il m'allait bien, me donnait l'air d'avoir ma vie en ordre, et surtout, ne me donnait pas l'air d'essayer de faire du cosplay de garçon d'honneur pour un mariage royal. Le fait qu'il soit arrivé jusqu'ici sans être jugé inacceptable était honnêtement un petit miracle. Clara était absolument époustouflante, ce qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Bénédiction car, je pouvais entrer avec une femme qui faisait tourner les têtes. Malédiction car quand Clara était aussi belle, je devenais fondamentalement invisible. Comme l'une de ces illusions d'optique où l'on peut voir soit le vase soit les visages, mais pas les deux. Elle avait évidemment opté pour la robe rose, car rien de ce que je disais n'avait vraiment d'importance dans ses décisions. Et elle avait fait quelque chose de compliqué avec ses cheveux qui nécessitaient probablement des tutoriels YouTube et la patience d'un saint. Elle était rayonnante. Le genre de rayonnement qui fait que les photographes vous suivez que les autres femmes vous complimentent tout en vous détestant secrètement un peu. Le genre de rayonnement qui fait disparaître les maris complètement. Nous n'avions même pas traversé le hall avant que Clara ne repère sa mère qui tenait court près du bureau du concierge, entourée de ce que j'ai supposé être diverses tantes et cousines qui avaient toutes les mêmes mèches et la même capacité à sourire sans que leurs yeux ne participent. Oh mon Dieu, il y a maman. Il faut que j'aille dire bonjour. Blake, tu peux prendre nos sacs dans la voiture? Le voiturier est littéralement en train de prendre la voiture en ce moment, ai-je répondu, regardant notre Audi disparaître au coin avec un gamin qui avait l'air d'avoir 19 ans et qui savait certainement mieux conduire une boîte manuelle que moi. Eh bien, enregistre-nous alors. Je te retrouve à la chambre. Je t'aime. Elle m'a embrassé sur la joue, un bisou rapide et distrait qui relevait plus de la mémoire musculaire que de l'affection. Et puis elle est partie, marchant pratiquement à toute vitesse à travers le sol en marbre sur des talons qui coûtaient plus cher que ma prime d'assurance maladie mensuelle. Je l'ai regardée se faire absorber par la grappe de femme Ashford. Toutes s'embrassant en l'air et se faisant des compliments qui semblaient sincères mais qui ne l'étaient certainement pas. Je suis resté là un moment, seul dans un hall rempli d'invités de mariage qui semblaient tous se connaître, tenant le sac à main de créateur de Clara parce qu'elle me l'avait fourré dans les mains avant de disparaître. Cool. Super. Ça se passait exactement comme je l'avais imaginé. L'enregistrement a pris une éternité car apparemment, la réservation de notre chambre avait été faite sur le compte de Patricia, ce qui signifiait que je devais expliquer 3 fois de suite que oui, j'étais censé être là. Non, je ne m'incrustais pas au mariage. Et oui, j'étais bel et bien marié à Clara Ashford Monroe, même si le nom de famille composé n'apparaissait que sur ses réseaux sociaux et absolument nulle part ailleurs. La réceptionniste, une jeune femme d'une patience immaculée avec un badge indiquant « Jennifer ?» a finalement trouvé notre réservation et m'a tendu 2 cartes d'accès avec un sourire d'excuse qui laissait supposer qu'elle gérait régulièrement des familles comme les Ashford et avait développé d'impressionnants mécanismes de survie. Notre chambre était belle. Je leur accorde ça. Lit king size avec vue sur la montagne, environ 47 coussins décoratifs qui allaient être immédiatement jetés par terre, et une salle de bain avec l'un de ces pommeaux de douche effet pluie qui faisait passer les douches normales pour des déceptions. J'ai envoyé un texto à Clara pour lui dire dans quelle chambre nous étions et j'ai reçu un pouce en l'air en retour, ce qui était apparemment la méthode de communication préférée de la famille lorsqu'ils n'avaient pas envie d'utiliser de vrais mots. Je me suis changé pour mettre mon costume, je me suis regardé dans le miroir pour m'assurer que j'avais l'air de quelqu'un qui méritait d'être à ce mariage, et je suis descendu vers la zone de la cérémonie. Le coordinateur de l'événement avait envoyé un programme détaillé qui divisait tout le week-end par tranches de 15 minutes, comme si nous assistions tous à un séminaire d'entreprise au lieu d'une célébration de l'amour. Selon l'itinéraire, j'avais 45 minutes avant le début de la cérémonie, ce qui me laissait amplement le temps de trouver ma place et de méditer sur mes choix de vie.
L'espace de la cérémonie était installé à l'extérieur sur cette immense pelouse surplombant les montagnes. Et je devais admettre que c'était magnifique. Des rangées et des rangées de chaises blanches avec ces housses fantaisie qui les faisaient moins ressembler à des chaises pliantes qu'à des trônes miniatures. Des fleurs partout, et je dis bien partout, dans des compositions qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Il y avait un quatuor à cordes installé près de l'autel qui jouait un morceau classique que je ne reconnaissais pas, mais qui me faisait me sentir à la fois cultivé et pauvre. Toute l'installation semblait tout droit sortie d'un reportage de magazine intitulé « Les mariages qui vous feront vous sentir mal dans votre vie ». J'ai flâné vers la zone des sièges, cherchant la section où la famille était censée s'asseoir. M'imaginant que je serais quelque part près de l'avant puisque, vous savez, j'étais marié à la demoiselle d'honneur. C'est là que j'ai vu les marque-places, chacun écrit avec la même calligraphie élaborée que l'invitation. Chacun positionné avec le genre de précision qui suggérait que quelqu'un avait utilisé une règle et peut-être un rapporteur. J'ai trouvé le mien assez rapidement parce que mon nom m'a littéralement sauté aux yeux comme une enseigne au néon dans une ruelle sombre. Blake Monroe. Rangée 12. J'ai compté, premier rang, rangée 2, rangée 3. Ouais, rangée 12. Derrière un pilier décoratif qui, j'en suis sûr, était décrit comme rustique et charmant dans les documents de planification, mais qui était en réalité juste un moyen pratique de bloquer la vue de quiconque avait la malchance d'être assis derrière. J'étais parfaitement positionné pour ne voir absolument rien à part l'arrière du dit pilier, peut-être, si je me penchais significativement vers la gauche, une vue partielle de ce que je supposais être la cérémonie. Je suis resté là à fixer mon carton, attendant la chute de la blague, m'attendant à ce que quelqu'un surgisse et crie, c'était pour rire. Mais non, c'était réel. C'était ma vraie place assignée. Rangée 12, derrière un pilier, à côté de ce qui semblait être l'un de ces ventilateurs d'extérieur industriels qu'ils avaient installés pour rafraîchir les invités. Ce qui signifiait que je passerais toute la cérémonie à écouter le doux bourdonnement de l'air en circulation tout en ratant tous les moments importants que tous les autres auraient la chance de voir. J'ai pris le carton, je l'ai retourné, j'ai vérifié si c'était peut-être une erreur. Si peut-être c'était destiné à Blake Miller ou Blake je ne sais qui du côté de la famille de Preston. Non. Blake Monroe, marié à Clara Ashford Monroe, assis en Sibérie sociale. J'ai littéralement ri à voix haute. Debout, tout seul dans la rangée 12 derrière ce pilier, j'ai ri parce que pouvais-je faire d'autre? Me mettre en colère? Faire un scandale? Exiger une meilleure place comme une sorte de diva de mariage? Ça ne ferait que confirmer tout ce que Patricia pensait probablement déjà de moi. Que j'étais difficile, ingrat, pas assez bien pour sa fille. Je suppose que je suis le mari de soutien émotionnel, ai-je marmonné pour moi-même, glissant le marque-place dans son petit support argenté. Au moins, j'étais près du ventilateur. Il allait faire chaud ici. Tous ces gens en tenue de soirée faisaient semblant de ne pas transpirer à travers leur tissu hors de prix. À quelque chose malheur est bon, et tout ça. Je me suis assis sur ma chaise assignée, qui était exactement aussi inconfortable qu'elle en avait l'air, et j'ai sorti mon téléphone, me disant que je ferais aussi bien de rattraper mon retard sur mes emails en attendant que ce cirque commence. J'avais quelques messages du bureau. Un de ma mère me demandant comment se passait le mariage. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'étais traité comme un invité incrusté au mariage de ma propre belle-sœur. Et absolument rien de Clara, qui était probablement encore enfermée dans la suite des demoiselles d'honneur, à faire ce que font les demoiselles d'honneur avant les cérémonies. Probablement boire du champagne, parler de la perfection de tout ça, et soigneusement éviter de mentionner où elles avaient placé leurs maris respectifs. D'autres invités ont commencé à arriver, parés de leurs plus beaux atours de mariage, trouvant leur place et faisant la conversation sur le temps, le lieu, et la beauté de l'événement. Quelques personnes m'ont jeté un coup d'œil, assis seul au rang 12, et je pouvais voir les questions se former dans leur esprit. Qui est ce type? Pourquoi est-il assis là derrière? Est-il seulement censé être là? J'ai souri poliment, hoché la tête quand il le fallait, et j'ai essayé d'avoir l'air de quelqu'un qui avait totalement choisi de s'asseoir derrière un pilier et qui ne vivait absolument pas une crise au ralenti concernant son mariage et sa place dans la famille de sa femme. Le quatuor à cordes est passé à quelque chose qui sonnait important et processionnel, ce qui signifiait que les choses allaient commencer. J'ai ajusté ma cravate, vérifié mon téléphone une dernière fois pour des messages qui n'étaient pas arrivés, et je me suis installé pour ce que j'étais certain d'être une belle cérémonie que je ne pourrais pas voir. Au moins, le ventilateur était agréable. La cérémonie commençait officiellement,
ce que je pouvais deviner non pas en voyant réellement quelque chose d'utile, mais au froissement collectif et soudain des tissus onéreux lorsque tout le monde s'est levé et s'est tourné pour regarder le cortège. Depuis mon emplacement de premier choix derrière ce que j'avais maintenant mentalement surnommé « le pilier de la honte », j'avais une excellente vue sur absolument rien. Si ce n'est sur la maçonnerie décorative et sur l'épaule gauche d'un homme au rang 11 qui se baignait manifestement dans une eau de Cologne assez forte pour violer la Convention de Genève. Le ventilateur à côté de moi bourdonnait comme s'il fournissait la bande-son la plus déprimante du monde à mon exil. Je me suis levé parce que c'est ce qu'on fait au mariage. Même quand on y assiste essentiellement depuis le parking, métaphoriquement parlant. Je pouvais entendre la musique enflée, je pouvais entendre la respiration collective qui signifiait que quelqu'un d'important remontait l'allée. Je pouvais entendre les chuchotements et les déclencheurs d'appareils photo cliqueter comme un SM de cricket très coûteux. Mais est-ce que je pouvais voir quoi que ce soit? Absolument pas. J'assistais essentiellement à ce mariage en audio-description. C'est alors que quelqu'un s'est assis à côté de moi pendant le cortège. Alors que tout le reste de l'assistance était debout, cette personne s'est laissée tomber sur la chaise à côté de la mienne comme si elle s'installait pour regarder Netflix, et non pour témoigner de l'union sacrée de Naomi Ashford et de Preston, quel que soit son nom de famille. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai eu un mouvement de recul qui n'était probablement pas discret du tout. Elle avait peut-être la trentaine, portait cette élégante robe émeraude qui semblait à la fois chic et adaptée pour diriger une entreprise du classement Fortune 500, avec des cheveux bruns tirés en arrière d'une manière qui suggérait qu'elle n'y avait pas passé 3 heures, tout en étant parfait. Elle dégageait une confiance qui émanait d'elle comme de la chaleur, le genre de prestance qui vous fait vous tenir plus droit sans même vous en rendre compte. Et elle me regardait avec ce sourire amusé qui suggérait qu'elle savait exactement à quel point toute cette situation était ridicule. Vous avez l'air d'avoir été banni, chuchota-t-elle, se penchant assez près pour que je puisse sentir son parfum. Quelque chose de subtil et probablement cher, pas du tout comme la guerre chimique qui se déroule au rang 11. Vous voulez de la compagnie? Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai souri en coin. J'étais là, en train de vivre peut-être la pire expérience de mariage de ma vie. Et cette parfaite inconnue avait d'une manière ou d'une autre diagnostiqué toute ma situation en une phrase. Seulement si vous avez apporté des snacks. J'ai apporté du sarcasme, dit-elle, s'installant plus confortablement sur sa chaise pendant que tout le monde restait debout à regarder la cérémonie. Ça marche mieux, ça dure plus longtemps. 0 calories. Vendu, ai-je dit. Je suis Blake. Sophie. Elle a tendu la main comme si nous étions à une réunion d'affaires au lieu de commettre le péché social de s'asseoir pendant un cortège de mariage. Je l'ai serrée, notant que sa poignée de main était ferme et confiante, le genre qui disait qu'elle avait probablement négocié pour se sortir de situation bien pire qu'un mauvais placement à un mariage. Alors, qu'avez-vous fait pour mériter la rangée 12 derrière ce désagrément architectural? Je me suis marié à la sœur de la mariée, ai-je dit, regardant ses sourcils se lever d'une véritable surprise. Apparemment, cela vous vaut une place située quelque part entre le cousin oublié et la personne susceptible de voler les centres de table. Brutal, a dit Sophie, et elle avait l'air vraiment impressionnée par une telle audace. Je suis ici parce qu'un client était censé m'amener comme son accompagnant pour faire du réseautage et il s'est désisté à la dernière minute. Mais il avait déjà payé ma chambre d'hôtel et je n'avais rien de mieux à faire ce week-end. Alors, me voilà. Incrusté à un mariage avec lequel je n'ai absolument aucun lien, et assise derrière un pilier avec le beau-frère exilé du marié. C'est soit très triste, soit très drôle, ai-je dit. C'est les deux. C'est ce qui rend la chose parfaite. Tout le monde s'est finalement assis quand l'officiant a commencé à parler, sa voix portant via le système de sonorisation qu'ils avaient installé. Je pouvais l'entendre très bien. Je pouvais entendre chaque mot sur l'amour, l'engagement et 2 âmes n'en formant plus qu'une. Mais je ne voyais toujours rien d'autre que l'arrière de ce pilier. Et maintenant, heureusement, Sophie, qui fournissait des commentaires continus en chuchotement juste assez discret pour ne déranger personne, mais juste assez fort pour que je puisse entendre. « Attends, c'est la mariée » murmura-t-elle en se penchant vers moi. Je ne vois littéralement rien. Ce pilier est une insulte. Bienvenue dans mon monde, lui ai-je murmuré en retour. Et oui, probablement. À moins qu'il ne fasse une sorte de substitution, ce qui expliquerait la disposition des sièges. Peut-être qu'il te cache la vraie mariée. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Il y avait quelque chose dans l'irrévérence totale de Sophie pour toute la situation qui était incroyablement libérateur. Elle ne connaissait pas ces gens,
se fichaient de leur opinion, et ne tenaient pas à maintenir cette représentation sociale prudente que tout le reste de l'assemblée semblait vouloir préserver. Elle était juste là à faire des blagues, traitant toute cette production coûteuse comme le théâtre absurde qu'elle était au fond. L'officiant a poursuivi son discours sur l'amour et le partenariat, enchaînant tous les clichés de mariage habituels avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait déjà prononcé ce même discours au moins 40 fois auparavant. Sophie s'est penchée plus près, son épaule touchant la mienne. D'accord, voici ce qu'on va faire. Quand il va demander à tout le monde de se lever pour les vœux, on va se lever et tu vas faire comme si on était ensemble. Je l'ai regardé, certain d'avoir mal entendu. Quoi? Fais-moi confiance, a-t-elle dit, et il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'espièglerie, peut-être, ou simplement l'énergie chaotique pure de quelqu'un qui avait décidé de créer son propre divertissement. Suis mon regard. Sophie, je ne pense pas. Tu as envie de passer toute cette cérémonie à être invisible, ou tu as envie de t'amuser un peu? Elle marquait un point. Un très bon point, d'ailleurs. J'avais déjà été relégué à la pire place de la salle. J'avais déjà été essentiellement effacé de l'événement de ma propre famille. Que avais-je à perdre à jouer le jeu de ce que Sophie avait prévu? Ma dignité? Je l'avais très probablement laissé à l'entrée quand j'avais trouvé mon carton au rang 12. D'accord, ai-je dit. Mais si ça se passe mal, je te tiendrai pour responsable. Marché conclu, dit Sophie, arborant un large sourire comme si elle venait de gagner quelque chose. La voix de l'officiant s'est légèrement élevée, prenant ce ton théâtral qui signifiait que quelque chose d'important allait se produire. À présent, je voudrais demander à tous nos invités de bien vouloir se lever pendant que Naomi et Preston échangent leurs vœux. Le bruissement collectif a repris. Pendant que tout le monde se levait, Sophie s'est levée aussi, puis elle a fait quelque chose que je n'attendais absolument pas. Elle a tendu le bras et m'a pris la main, non pas de manière hésitante, ni maladroite, mais avec confiance, glissant ses doigts entre les miens comme si nous avions fait ça 1 millier de fois auparavant. Sa main était chaude, sa prise ferme, et soudain nous n'étions plus deux inconnus cachés derrière un pilier. Nous avions l'air d'un couple. Un couple qui avait choisi de s'asseoir au rang 12, certes, mais un couple quand même. J'aurais dû me dégager. J'aurais dû en rire, préciser que c'était ridicule, mais je ne l'ai pas fait. C'était peut-être l'absurdité de toute la situation. Ou peut-être que c'était simplement agréable d'avoir l'impression de faire partie de quelque chose au lieu d'être une réflexion après coup. Mais j'ai serré sa main en retour, et c'est là que j'ai vu Clara. Elle se tenait à l'avant avec les autres demoiselles d'honneur, tenant un bouquet qui coûtait probablement plus cher que mon costume, et elle me regardait fixement. Ou plus exactement, elle me regardait tenir la main d'une femme en robe émeraude qui n'était clairement pas elle. J'ai regardé en temps réel le visage de ma femme traverser toute une palette d'émotions, confusion, reconnaissance, incrédulité, puis quelque chose qui ressemblait étrangement à de la colère mêlée à du choc. Son expression parfaitement maîtrisée, celle qu'elle avait probablement répétée devant le miroir pendant des semaines, s'est très légèrement fissurée. Son sourire a vacillé. Ses yeux se sont plissés. Et pour la première fois depuis que nous étions arrivés dans ce stupide complexe, Clara Ashford Monroe avait l'air sincèrement affectée par ma présence. Sophie a dû remarquer ma réaction car elle s'est penchée, me tenant toujours la main, et a chuchoté. « C'est elle? La sœur? » « Non, » ai-je répondu doucement. « C'est ma femme. » Le sourire de Sophie s'est élargi. « Oh, c'est encore mieux que ce que je pensais. » Plusieurs autres personnes avaient remarqué nos mains jointes à ce stade. Je pouvais voir des têtes tourner légèrement. Je pouvais sentir le poids de l'attention se déplacer vers la rangée 12, comme si nous étions soudainement devenus intéressants. Une femme plus âgée 2 rangs plus bas s'est carrément retournée. Ses yeux sont passés de nos mains liées à nos visages. Son expression suggérant qu'elle rédigeait déjà le texto qu'elle allait envoyer à ses amis au sujet du drame dont elle venait d'être témoin. Les demoiselles d'honneur l'avaient très certainement remarqué. L'une d'elles, je crois que c'était la cousine de Clara, Michelle, s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Clara, qui a répondu sans rompre le contact visuel avec moi. Si les regards pouvaient tuer, je serais mort 3 fois. Mais voici le truc. Je n'ai pas lâché la main de Sophie. Peut-être que c'était mesquin. Peut-être que c'était puéril. Peut-être que c'était 3 ans passés à être traité comme un accessoire qui débordait finalement en un seul moment de rébellion. Ou peut-être que c'était juste vraiment, vraiment satisfaisant d'être enfin remarqué. L'officiant a poursuivi avec les vœux.
Naomi et Preston disaient probablement des choses belles et profondes, mais je n'y prêtais plus attention. J'étais trop occupé à mener un bras de fer silencieux avec ma femme à travers une quinzaine de mètres de pelouse et 11 rangées d'invités habillés par des créateurs. Sophie a légèrement serré ma main, un geste qui ressemblait à de la solidarité, comme si elle disait « Je te soutiens ». Sans mots. Quand le couple a enfin terminé ses vœux et que tout le monde s'est rassis, Sophie a relâché ma main lentement, délibérément, en s'assurant que tous ceux qui nous observaient voient bien que nous nous étions tenus la main par choix, et non par accident. Elle s'est rassise sur sa chaise et s'est penchée vers moi. Alors, chuchota-t-elle. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu dans le pétrin? J'ai repensé au regard sur le visage de Clara, à la conversation inévitable que nous allions avoir plus tard, à la façon dont ce moment allait probablement être décortiqué et analysé par toute sa famille avant même le début de la réception. 11, ai-je dit. Définitivement 11. Sophie a souri. Bien. Ça veut dire qu'on fait les choses bien. La cérémonie a continué dans toute sa splendeur surorchestrée. Et je dois dire que regarder un mariage que l'on voit à peine tout en étant assis à côté d'une femme qui vient de vous aider à commettre du terrorisme social est une expérience étonnamment divertissante. L'officiant était passé des vœux à cette partie où il parle du lien sacré du mariage comme s'il narrait un documentaire animalier sur les espèces en voie de disparition. Sa voix dégoulinante de ce genre de gravité artificielle suggérait qu'il avait suivi un stage le week-end pour apprendre à avoir l'air profond dans les mariages. Sophie avait sorti son téléphone, ce qui, oui, était incroyablement impoli pendant une cérémonie. Mais nous avions déjà franchi tellement de limites sociales qu'une de plus ne semblait pas avoir d'importance, et elle faisait défiler ce qui semblait être des emails professionnels avec la concentration de quelqu'un qui avait complètement cessé de se soucier de l'étiquette des mariages. Toutes les quelques secondes, elle se penchait et chuchotait un commentaire qui me poussait à lutter pour ne pas rire à voix haute comme un idiot. « Ok, mais sérieusement » murmura-t-elle, les yeux toujours rivés sur son téléphone. « Est-ce qu'il se prend pour Shakespeare ?» Ce dernier passage sur 2 cœurs qui battent à l'unisson était tellement cucu. Je crois que je suis devenue intolérante au lactose. J'ai couvert ma bouche avec ma main, faisant semblant de tousser pour cacher le fait que j'étais en train de craquer complètement. Une femme au rang 11, pas le type à l'eau de Cologne heureusement, mais sa compagne tout aussi critique, s'est retournée et nous a lancé un regard qui aurait pu faire cailler du lait. Sophie lui a souri doucement, le genre de sourire qui disait « Je vois que vous me jugez ». Et je m'en fous royalement, avant de se replonger dans son téléphone. De ce que je pouvais voir autour du pilier, ce qui n'était pas grand-chose, mais j'avais compris que si je me penchais fortement vers la gauche et que je tordais mon cou à un angle qui nécessiterait probablement une thérapie physique plus tard, je pouvais apercevoir des bribes de la cérémonie. Les choses se déroulaient exactement comme prévu. Naomi était magnifique dans ce que j'ai supposé être une robe qui coûtait plus cher qu'une petite voiture. Preston ressemblait à n'importe quel autre trader en smoking et tout le monde jouait consciencieusement son rôle dans cette production élaborée de théâtre nuptial pour classe aisée. L'officiant s'est lancé dans une lecture sur l'amour dont je suis à peu près sûr qu'elle venait des Corinthiens parce que c'est toujours les Corinthiens dans les mariages, et Sophie s'est de nouveau penchée. Je parie 50 billets que ces vœux riment. C'est un pari perdu d'avance, ai-je murmuré en retour. Bien sûr qu'il rime. Tout ce truc est chorégraphié au millimètre. D'accord. Je parie 50 billets qu'il rime et mentionne quelque chose sur des voyages ou des aventures. Marché conclu, ai-je dit, parce que même si j'étais à peu près sûr qu'elle avait raison, l'idée d'avoir un pari en cours pendant cette cérémonie rendait toute l'expérience nettement plus supportable. Effectivement, quand Naomi a commencé ses vœux, que je pouvais parfaitement entendre via la sono même si je ne pouvais pas voir son visage, elle en est arrivée à environ 3 phrases avant de glisser à la fois « voyage » et « aventure » dans la même respiration. Suivi de quelque chose sur 2 âmes trouvant leur chemin, qui rimait sans doute avec le destin. Sophie a tendu le poing pour un fist bump, que je lui ai rendu, et la femme du rang 11 s'est retournée une nouvelle fois, son expression suggérant maintenant qu'elle envisageait d'appeler la sécurité. « Madame, nous célébrons simplement l'amour », lui a dit Sophie avec une parfaite sincérité, et j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas exploser de rire. Les vœux de Preston étaient curieusement encore plus prévisibles. Beaucoup de choses sur le fait d'être la meilleure version de lui-même, et de construire un avenir ensemble, avec le genre de jargon d'entreprise qui m'a fait penser qu'il avait probablement rédigé ça avec son coach exécutif. Sophie a mimé de s'endormir, la tête tombant dramatiquement d'un côté. Et j'ai dû détourner le regard car j'avais vraiment peur de commencer à rire et de ne plus pouvoir m'arrêter.
Le fait est que, sans Sophie, cela aurait été misérable. J'aurais été assis seul derrière ce stupide pilier, à écouter une cérémonie que je ne pouvais pas voir, à m'apitoyer sur mon sort, et à composer mentalement des discours de colère sur les dynamiques familiales et le respect, que je ne prononcerai jamais en réalité. Mais avec Sophie fournissant des commentaires continus comme la commentatrice sportive la plus sarcastique du monde, c'était passé d'humiliant à presque amusant. Certes, j'étais toujours au rang 12. Certes, ma femme était probablement en train de rédiger mentalement les papiers du divorce, mais au moins je ne m'ennuyais pas. L'officiant est passé à l'échange des alliances, sa voix s'élevant avec une émotion feinte. Ces anneaux représentent un cercle d'amour ininterrompu. Une promesse qui représente 2 mois du salaire de Preston et un bijoutier très patient, chuchota Sophie, et j'ai littéralement renaclé, ce que j'ai essayé de couvrir avec une autre fausse toux qui n'a trompé absolument personne. J'ai aperçu Clara une fois de plus à travers l'espace entre le pilier et le chapeau surdimensionné de quelqu'un. Elle me fixait toujours avec une expression qui parvenait d'une manière ou d'une autre à mêler fureur, confusion, et ce genre de calcul froid qui suggérait qu'elle planifiait déjà exactement comment cette conversation se déroulerait plus tard. Une des autres demoiselles d'honneur, je crois que c'était la colocataire de Naomi à la fac, était clairement en train de lui chuchoter, lui demandant probablement qui était la femme à la robe émeraude, et pourquoi son mari était assis avec elle plutôt que n'importe où ailleurs. Bonne question. Je me le demandais moi-même, d'une certaine manière. La cérémonie a progressé vers sa conclusion inévitable, l'officiant exploitant chaque instant pour un impact émotionnel maximal. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Colorado et l'Église de la vie universelle. Sophie a haussé un sourcil à cela et j'ai haussé les épaules, car honnêtement, la moitié de ces officiants de mariage étaient ordonnés en ligne en environ 15 minutes. Je vous déclare mari et femme. Preston, vous pouvez embrasser la mariée. La foule a éclaté en applaudissements. Ce genre d'applaudissements enthousiastes qui se produisent dans les mariages, même si nous savons tous que le couple s'est déjà embrassé avant. Tout le monde s'est levé à nouveau, s'étirant le cou pour voir les jeunes mariés remonter l'allée. Les téléphones de sortie pour capturer le moment pour l'immortalité des réseaux sociaux. Sophie et moi sommes restés assis. Non pas parce que nous ne pouvions pas voir, bien que ce fût le cas, merci à notre ami le pilier, mais parce que Sophie m'a regardé avec cette lueur dans les yeux qui disait « Tu penses à ce que je pense ?» Et j'y pensais absolument. Alors, nous sommes restés sur nos chaises, et pendant que la foule se levait, applaudissait et prenait des photos, nous avons commencé à applaudir lentement. Délibérément, dramatiquement, comme si nous étions à un tournoi de golf plutôt qu'à un mariage. Belle cérémonie, a dit Sophie d'une voix juste assez forte pour être entendue par les gens autour de nous. Son ton était d'un flegme absolu. Vraiment ému par ce passage où il a mentionné l'Église de la vie universelle, ça m'a tiré une larme. J'ai acquiescé, gardant la même expression sérieuse tout en poursuivant notre lent applaudissement théâtral. La façon dont il a prononcé un matrimoine était particulièrement touchante. Le type à l'eau de Cologne de la rangée 11 s'est complètement retourné cette fois. Le visage rouge à cause du soleil ou de la colère, probablement les deux. C'est un moment sacré. Montrez un peu de respect. Sophie l'a regardé avec une innocence parfaite. Monsieur, nous applaudissons. C'est littéralement faire preuve de respect. Préféreriez-vous que nous ignorions totalement leur union? Il a bafouillé, ne s'attendant clairement pas à une réponse, encore moins à une réponse délivrée avec une telle assurance inébranlable. Sa compagne lui a tiré le bras, probablement pour éviter un scandale, et il s'est retourné, marmonnant quelque chose sur « les gens de nos jours », qui m'a fait me sentir environ 100 ans plus jeune que je ne l'étais en réalité. Les jeunes mariés sont redescendus dans l'allée sur un morceau d'orchestre qui était probablement coûteux et résolument dramatique, et la foule a commencé à sortir rangée par rangée, en suivant l'ordre mystérieux établi par le coordinateur de l'événement. Nous étions à la rangée 12, ce qui signifiait que nous serions parmi les derniers à partir, ce qui m'allait très bien. Je n'étais pas pressé d'affronter la musique qui m'attendait. Sophie s'était tirée, l'air complètement détendu, bien qu'elle venait de m'aider à commettre ce qui était probablement considéré comme un crime de guerre dans les cercles de la famille Ashford. Eh bien, c'était amusant. Ta famille a l'air sympa. Ce n'est pas ma famille, ai-je dit en me levant alors que notre rangée recevait enfin le signal pour avancer. C'est la famille de ma femme. Il y a une distinction. J'avais remarqué, a dit Sophie en emboîtant le pas à côté de moi alors que nous rejoignions la lente procession vers le cocktail. Toute cette histoire de te placer derrière un pilier m'avait mis la puce à l'oreille,
tout comme les regards meurtriers que ta femme nous a lancés pendant les 20 dernières minutes. Ouais, à ce propos. Ne t'excuse pas, elle m'a coupé la parole, naviguant à travers la foule avec l'aisance de quelqu'un habitué à dominer les pièces. Je me suis amusé. De plus, quiconque place son gendre derrière un pilier mérite un peu de chaos. Considère ça comme ma contribution à l'animation du mariage. Nous sommes sortis de la zone des sièges pour rejoindre la pelouse ouverte où le personnel dirigeait les invités vers le lieu du cocktail. Je pouvais voir Clara à environ 10 mètres devant, entourée de demoiselles d'honneur, essayant clairement de se frayer un chemin vers moi à travers la foule. Elle avait cette expression sur le visage, celle qui signifiait que nous allions avoir une discussion avec un grand D, impliquant probablement des mots comme « embarrassant » et « inapproprié ». Et, à quoi pensais-tu? Sophie a suivi mon regard et a souri. Tu veux que je fasse diversion? Je suis excellente dans les conversations gênantes. Je crois que tu as fait assez de dégâts pour une journée, ai-je dit, mais je souriais. J'apprécie l'offre, cela dit. C'est de bonne guerre. Elle a sorti son téléphone et a tapé quelque chose rapidement. Je te donne mon numéro. Envoie-moi un texto si tu survis à l'interrogatoire. Je veux des mises à jour sur cette situation. Tu supposes qu'il y aura des mises à jour au-delà de elle m'a tué et a caché le corps derrière le pilier décoratif. Encore mieux, je dirai à la police où chercher. Elle m'a pressé le bras une fois, un geste qui, d'une manière ou d'une autre, semblait à la fois amical et conspirateur. Et puis elle a disparu dans la foule en se dirigeant vers le bar, me laissant seul pour affronter la suite des événements. Clara m'a rejoint environ 15 secondes plus tard. Son sourire était tellement forcé qu'il semblait maintenu en place par du fil invisible. Blake, il faut qu'on parle. Et bébé, belle cérémonie. J'ai vraiment adoré la partie où. Qui est-ce? Et c'était parti. Clara m'a attrapé le bras avec le genre de prise qui paraissait affectueuse pour les observateurs extérieurs, mais qui donnait l'impression qu'elle essayait de me couper la circulation. Me guidant à l'écart du flux principal des invités vers une section moins fréquentée de la pelouse près de haies décoratives qui avait probablement un nom latin pompeux. Son sourire n'a pas vacillé d'un pouce. Les Ashford l'avaient bien formé à l'art de paraître agréable tout en bouillonnant intérieurement, mais ses yeux faisaient ce truc où il devenait très grand et intense, comme un prédateur décidant s'il va vous manger tout de suite ou vous garder pour plus tard. Commence à parler, dit-elle entre ses dents, souriant toujours au cas où quelqu'un regarderait. Qui est cette femme, et pourquoi lui tenais-tu la main pendant la cérémonie de mariage de ma sœur? Elle s'appelle Sophie, ai-je dit, essayant de paraître décontracté, même si mon cœur faisait des claquettes dans ma poitrine. Elle était assise à côté de moi dans la rangée 12. Tu sais, la rangée où vous m'avez mis, derrière le pilier. Blake, ce n'est pas le moment de faire des difficultés. Je ne fais pas de difficultés. Je réponds littéralement à ta question. Tu as demandé qui elle était. Je te l'ai dit. L'œil de Clara a légèrement tressailli, ce qui se rapprochait le plus d'une perte de contrôle en public pour elle. Tu tenais la main d'une parfaite inconnue pendant la cérémonie. As-tu une idée de ce que ça a donné comme image? Ça donnait probablement l'image que j'avais quelqu'un avec qui m'asseoir, ai-je répondu. Et d'accord, j'étais peut-être un peu mesquin, mais 3 ans de traitement de cette famille et une cérémonie passée derrière un pilier décoratif avaient apparemment épuisé toute ma réserve de patience. Contrairement au fait si j'étais resté assis là tout seul dans la rangée 12, ce qui aurait renvoyé une super image. Ça envoie vraiment le message nous accordons de l'importance à la famille. La disposition des places n'était pas personnelle. Clara, j'étais derrière un pilier. Un pilier littéralement. Je ne voyais rien. Ta mère m'a placé là où l'on met les plus uns qu'on n'a jamais rencontrés. Sauf que je ne suis pas un plus un. Je suis ton mari. Elle a jeté un coup d'œil rapide autour d'elle pour s'assurer que personne n'était à portée de voix, puis s'est penchée plus près. Peut-on ne pas faire ça maintenant, s'il te plaît? C'est le jour de Naomi. Tout doit être parfait. Ça m'a l'air plutôt parfait, ai-je dit. Elle est mariée. Tout le monde est heureux. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Enfin, sauf la partie où ton mari a été essentiellement effacé du plan de table, mais je suis sûr que c'était juste un oubli. Tu es ridicule. Et tu es. Je me suis arrêté car nous nous dirigions vers un territoire qui se terminerait mal pour nous deux. J'ai pris une inspiration, essayant de trouver une certaine forme de calme. Écoute, je n'essaie pas de tout gâcher.
Je me suis assis là où on m'a dit de m'asseoir. J'ai regardé une cérémonie que je pouvais à peine voir. Je suis là. Je suis venu. Que veux-tu de plus? Je veux que tu arrêtes de faire un scandale avec une femme prise au hasard. Je ne faisais pas un scandale. Nous étions juste assis ensemble, et elle s'appelle Sophie, ce n'est pas une femme prise au hasard. Elle a été assez gentille pour me tenir compagnie pendant que je vivais le mariage depuis l'équivalent social du programme de protection des témoins. Clara ouvrit la bouche pour répondre, mais nous fûmes interrompus par Patricia qui se matérialisa de nulle part tel un fantôme moralisateur dans une robe de mère de la mariée couleur lavande qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Vous voilà tous les deux. Clara. Ma chérie, ils ont besoin de toi pour les photos. Blake. Elle a prononcé mon nom comme si c'était quelque chose de désagréable qu'elle avait trouvé sous sa chaussure. Tu es le bienvenu pour te joindre à nous pour les portraits de la famille élargie. Le fait qu'elle l'ait dit comme si elle me faisait une faveur, comme si je devais être reconnaissant de la permission d'apparaître sur des photos avec la famille de ma propre femme, a fait céder quelque chose en moi d'un cran supplémentaire. C'est bon, Patricia. Je pense que je vais plutôt aller au cocktail. Je ne voudrais pas gâcher l'esthétique. Le sourire de Patricia s'est crispé. Ce n'est vraiment pas un problème. Nous avons le temps pour quelques-unes avec la famille élargie. Famille élargie. C'est ce que j'étais. Élargie, comme une garantie que personne ne voulait acheter mais qu'on se sentait obligé d'envisager. Blake, a sifflé Clara, la main toujours sur mon bras. Ne sois pas comme ça. Je ne suis comme rien du tout. Ta mère a dit que ce n'était pas un problème, ce qui implique que ça pourrait en être un. Donc, je retire simplement le problème potentiel de l'équation. Allez prendre vos photos. Je serai au bar. Probablement en train de me faire des amis avec d'autres membres de la famille élargie. J'ai doucement dégagé mon bras de l'emprise de Clara et je suis parti avant qu'aucune d'elles ne puisse ajouter quoi que ce soit, me dirigeant vers la zone du cocktail où je pouvais voir un bar très prometteur et, plus important encore, échapper à cette conversation. Derrière moi, je pouvais entendre Clara dire quelque chose à sa mère d'un ton étouffé et urgent, mais je ne me suis pas retourné. J'ai simplement continué à marcher. Le cocktail était organisé sur une autre section de la pelouse. Celle-ci avec des tables hautes disséminées et des serveurs circulant avec des plateaux de nourriture qui avaient l'air magnifiques mais qui n'avaient absolument aucun goût. Sérieusement, la nourriture de riche est la chose la plus bizarre. C'est comme s'ils concouraient pour voir qui arrivera à rendre les ingrédients les plus chers le plus fade possible. J'ai attrapé ce qui aurait pu être du saumon sur un plateau qui passait, je l'ai mangé en une bouchée et je l'ai immédiatement regretté, car c'était bel et bien du saumon, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait le goût de rien, si ce n'est d'une coûteuse déception. Le bar marchait très bien, ce qui était logique car tout le monde avait besoin d'alcool pour survivre à ce genre de choses. J'ai commandé un whisky, un Maker's Mark, parce que je ne suis pas snob, mais je ne suis pas un monstre non plus, et j'ai cherché Sophie dans la foule. Je l'ai trouvée presque immédiatement parce qu'elle était la seule personne qui avait l'air de vraiment s'amuser au lieu de feindre l'amusement pour un public invisible. Elle se tenait près de l'une des tables hautes en train de parler à un monsieur plus âgé qui avait l'air très important et très ennuyeux. Et quand elle m'a vu approcher, elle s'est illuminée comme si je la sauvais d'une prise d'otage. Blake, te voilà. Monsieur Henderson, voici Blake Monroe. Il est dans l'architecture. Blake, voici George Henderson. Il est dans la finance. Nous nous sommes serrés la main. George m'a fait le genre d'évaluation que font toujours les gars de la finance, essayant de calculer ma valeur nette en fonction de mon costume et de ma montre. Et puis il s'est excusé pour aller faire du réseautage, ce qui est le nom que donnent les riches au fait de boire tout en parlant d'argent. Sophie a immédiatement laissé tomber le sourire poli qu'elle arborait et a pris une gorgée de son vin. Dieu merci, tu es arrivé. Il m'expliquait la crypto-monnaie comme si j'avais 5 ans. Je travaille littéralement dans le conseil financier. Je comprends probablement le Bitcoin mieux que lui. Tu sais ce qu'est le Bitcoin, ai-je demandé en prenant une gorgée de mon whisky, me sentant immédiatement mieux dans ma vie. Je sais que c'est une arnaque que les gars de la tech utilisent pour se sentir intelligents. Ça compte? J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le genre de rire qui vient du ventre, pas juste de la gorge. C'est la meilleure définition que j'ai jamais entendue. Alors, dit-elle en s'appuyant contre la table haute et en m'accordant toute son attention. Ça fait quoi de survivre à un interrogatoire? Tu as encore tous tes membres,
donc je suppose que ça s'est bien passé. Définis-le bien. Ma femme pense que j'essayais de l'humilier. Sa mère pense que je suis un ingrat pour n'avoir pas sauté sur l'occasion d'être sur les photos de la famille élargie, et je suis à peu près sûr que je viens de quitter une conversation qui va revenir me hanter plus tard. Ça m'a tout l'air d'un cocktail réussi, a dit Sophie en trinquant son verre de vin contre mon whisky. Bienvenue dans la rébellion. Nous avons revendiqué notre coin du cocktail comme s'il s'agissait de notre territoire personnel, repoussant les serveurs avec leur minuscule nourriture insipide et créant notre propre divertissement. Sophie m'a parlé de son travail de consultante pour des PDG égotiques qui se prenaient pour des génies mais ne savaient pas lire un rapport financier de base. Je lui ai parlé de mon cabinet d'architecture, comment je m'y étais lancé parce que j'aimais vraiment concevoir des espaces, mais que je passais maintenant le plus clair de mon temps à gérer des clients qui voulaient que leur maison ait l'air de sortir d'un magazine au lieu d'être, vous savez, vivable. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des clients qui veulent des choses qui sont réellement impossibles, a-t-elle demandé. Tout le temps. Le mois dernier, quelqu'un voulait des fenêtres du sol au plafond qui ne laissaient pas entrer de lumière pour éviter les reflets. J'étais genre, ça s'appelle un mur. Vous décrivez un mur. Elle a failli recracher son vin. S'il te plaît, dis-moi que tu as dit ça. Je l'ai dit diplomatiquement. Quelque chose sur la gestion de l'exposition solaire par des choix de conception stratégique. Mais oui, je voulais dire mur. Tu es doué pour le jargon d'entreprise. Je suis impressionné. 3 ans de mariage avec Clara m'ont appris à ne rien dire avec beaucoup de mots. Sophie a haussé les sourcils mais n'a pas fait de commentaires, ce que j'ai apprécié. Au lieu de cela, elle est passée à une histoire sur un PDG qui lui avait demandé de trouver des moyens d'optimiser sa marque personnelle et qui avait été furieux lorsqu'elle lui avait suggéré d'arrêter de Twitter à 3 heures du matin sur des théories du complot. Nous avons échangé des histoires sur des clients difficiles et des demandes absurdes. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je m'amusais plus à ce cocktail que je ne m'étais amusé à n'importe quel événement de la famille Ashford en 3 ans. La famille de ta femme, a fini par dire Sophie en faisant tourner son verre de vin. Ce sont exactement le genre de personnes qui pensent que été est un verbe, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oui. Ils passent l'été dans les Hantons. Ils passent l'hiver à Aspen. Ils passent l'automne dans le Vermont, apparemment pour voir les feuilles et juger les établissements locaux. Je ne travaille pas pour des clients qui ne paient pas d'impôts, dit-elle d'un ton pince sans rire. Et j'ai failli m'étouffer avec mon whisky. Seigneur, Sophie. Quoi? Je dis juste ça comme ça. Les Ashford me donnent l'impression d'être la famille qui a beaucoup d'opinions sur la planification successorale. Elle n'avait pas tort. Elle avait tellement pas tort que c'en était presque effrayant de voir à quelle vitesse elle avait cerné la famille de Clara. J'allais répondre quand j'ai remarqué Clara qui se frayait un chemin vers nous à travers la foule. Son expression était soigneusement neutre, de cette manière qui signifiait qu'elle n'était absolument pas neutre à propos de quoi que ce soit. Approche ennemi, ai-je murmuré à Sophie. Tu veux que je gère, a-t-elle proposé. Tentant, mais probablement pas une bonne idée. Clara nous a rejoints avec son sourire public fermement en place, celui qu'elle utilisait pour les événements de réseautage et les dîners de famille passifs-agressifs. Blake, ils vont bientôt annoncer le placement pour le dîner. On devrait probablement se diriger vers la salle de bal. Super, ai-je dit en finissant mon whisky. J'ai hâte de voir où je suis assis cette fois. Le vestiaire? La cuisine? Peut-être qu'ils m'ont gardé une belle place dans le parking souterrain. Le sourire de Clara s'est microscopiquement crispé. Tu es à la table 8. Et où est la table 8? C'est une très bonne table. Ce n'est pas une réponse, Clara. Sophie observait cet échange comme si c'était la chose la plus divertissante qu'elle ait vue de toute la journée, ce qui était probablement le cas. Clara lui a jeté un bref coup d'œil, puis s'est tournée vers moi. Tu viens ou pas? J'ai regardé Sophie, qui m'a fait un petit haussement d'épaule qui disait, c'est à toi de voir. Puis j'ai regardé ma femme, qui était magnifique, frustrée, et qui semblait vouloir désespérément que cette journée se passe comme prévu. Ouais, ai-je dit. J'arrive. Mais alors que nous marchions vers la salle de bal, j'ai jeté un dernier regard en arrière vers Sophie. Elle a levé son verre de vin dans un faux toast, et j'ai su de façon absolue, que ce n'était pas la dernière fois que je la voyais ce soir-là. Ce mariage était loin d'être terminé. La salle de bal donnait l'impression que quelqu'un avait pris le concept de réception de mariage et l'avait multiplié par environ $50 000.
Des lustres en cristal pendaient du plafond comme de coûteuses stalactites. Chaque table était recouverte de nappes si blanches qu'il était probablement offensant de les regarder directement. Et les centres de table étaient de massifs arrangements floraux qui bloquaient la vue de quiconque était assis en face de vous, ce qui était soit un défaut de conception, soit une fonctionnalité intentionnelle selon à quel point vous aimiez les personnes à votre table. Tout scintillait. Tout brillait. Tout criait, nous avons de l'argent et nous voulons que vous le sachiez. La table d'honneur où étaient assis Naomi, Preston et le cortège nuptial se trouvait sur une estrade surélevée, comme s'il s'agissait d'une royauté tenant sa cour, ce qui honnêtement n'était pas si éloigné de la façon dont les Ashford se percevaient. Cette table ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine avec un éclairage dramatique par le bas et assez d'arrangements floraux pour démarrer une petite jardinerie. Vous pouviez presque entendre l'argent se dépenser rien qu'en la regardant. Ma table, en revanche, ressemblait à l'endroit où il mettait les personnes qu'il ne pouvait pas tout à fait justifier d'exclure, mais qu'il ne voulait absolument pas mettre en évidence. La table 8 était positionnée à ce que j'appellerais généreusement les confins de la civilisation. Assez loin de la table d'honneur pour que nous ayons besoin de jumelles pour voir quoi que ce soit d'important, assez près des portes de la cuisine pour que nous puissions profiter du trafic constant des serveurs faisant des allers-retours. Le centre de table était visiblement plus petit que ceux des tables plus proches de l'action. Et j'ai compté exactement 6 couverts, ce qui signifiait soit qu'il nous manquait des gens, soit qu'il s'agissait juste d'une table à moitié pleine pour les exclus. J'ai trouvé mon marque-place parce que, bien sûr, il y avait des marque-places. Les Ashford n'allaient pas laisser se produire quelque chose d'aussi chaotique qu'un placement libre. Et je me suis assis sur une chaise qui était d'une manière ou d'une autre encore moins confortable que celle de la cérémonie, ce que je ne pensais pas possible. À ma gauche, il y avait un siège vide. À ma droite, un certain Jeffrey Patterson, qui n'était pas encore arrivé. Et en face de moi se trouvaient 3 autres chaises vides avec des noms que je ne reconnaissais pas parfaits. J'étais essentiellement assis seul à une table pour des gens dont tout le monde se fichait à un mariage où j'étais apparenté à la moitié des hôtes. Clara avait encore disparu. Quelque chose à propos d'aider Naomi avec sa robe ou de coordonner les photos ou l'une des 17 000 tâches que les demoiselles d'honneur devaient apparemment gérer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de vérifier mes emails pour ne pas avoir l'air du gars triste assis tout seul à un mariage, ce qui était exactement ce que j'étais, mais que je n'avais pas besoin de diffuser. C'est à ce moment-là que Sophie est apparue de nulle part, tenant un verre de vin frais, et scrutant la salle de bal avec l'expression de quelqu'un qui mène une expérience sociologique. Elle m'a repéré, a souri, et s'est dirigée vers la table 8 comme si l'endroit lui appartenait. « Dis-moi que tu n'es pas assis ici tout seul à la table de la tristesse, » dit-elle en arrivant et en regardant les sièges vides autour de moi. Techniquement, il y a d'autres personnes assignées à cette table. Ils ne sont juste pas encore arrivés. Ou peut-être qu'ils ont vu le plan de table et ont simulé leur propre mort. Je ne sais pas. Eh bien, c'est juste tragique. Elle a regardé le siège vide à côté de moi, puis son verre de vin, puis à nouveau moi. Et change de place avec moi. Sophie, tu as ta propre place assignée quelque part? Ouais, à la table 14, près des toilettes et de la sortie de secours. J'ai décidé que c'est inacceptable. Elle posa son verre de vin d'un geste décidé. Nous allons à l'avant. Je l'ai dévisagé. On ne peut pas juste aller à l'avant. Il y a des places assignées. Il y a tout un système. La mère de Clara a probablement un plan de table de secours au cas où quelqu'un essaierait de créer le chaos. Parfait. Soyons le chaos. Sophie attrapait déjà sa pochette et son vin. Viens. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous jeter dehors? C'est un mariage, pas une opération militaire. As-tu rencontré les Ashford? Parce que c'est très certainement les deux, Blake. Elle m'a regardé avec une expression qui était moitié défi, moitié encouragement sincère. Tu as été relégué à l'arrière de tout toute la journée. La cérémonie, le cocktail, et maintenant le dîner. À un moment donné, tu dois décider si cela te convient ou si tu vas faire quelque chose pour y remédier. Elle marquait un point, un très bon point qui m'a frappé quelque part, de manière inconfortable, dans la poitrine. J'avais passé 3 ans à accepter la position que les Ashford m'assignaient, me disant que c'était bien. Que ça n'avait pas d'importance. Que c'était juste plus facile de suivre le mouvement que de faire des vagues. Mais assis là tout seul à la table 8 alors que ma femme était sur l'estrade avec sa famille, il m'est apparu que plus facile n'était peut-être pas la même chose que mieux. D'accord, ai-je dit,
me levant et attrapant ma veste sur le dossier de la chaise. Mais quand ça se passera mal? Ça ne se passera pas mal. Ça se passera de manière intéressante. Il y a une différence. Sophie se dirigeait déjà vers l'avant de la salle de bal, se faufilant entre les tables avec l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non de sa vie et qui ne l'accepterait pas si c'était le cas. Je l'ai suivi car, à ce stade, qu'avais-je à perdre? Ma dignité? Déjà envolée. Ma position dans la famille de Clara? Ce navire avait quitté le port, heurté un iceberg, et coulé au fond de l'océan. Mon mariage? Eh bien, ça allait probablement nécessiter une sérieuse conversation, peu importe où je m'asseyais pour le dîner. Sophie nous a conduits tout droit à la table 3, assez près de la table d'honneur pour qu'on puisse vraiment voir ce qui se passait, assez loin pour qu'on ne soit pas immédiatement remarqué. Il y avait 2 chaises vides, qui, selon Sophie, nous étaient clairement destinées, parce que l'univers pourvoit. Une collègue de Naomi, issue de son travail dans le marketing, était déjà assise là, une femme d'une 40aine d'années nommée Janet, qui avait l'air ravie d'avoir de la compagnie. Oh, merveilleux! Êtes-vous des amis de la mariée? A demandé Janet alors que nous nous asseyions, et j'ai ouvert la bouche pour expliquer qu'en fait, j'étais marié à la sœur de la mariée. Mais que j'avais été placé en Sibérie pour des raisons qui nécessiteraient un thérapeute pour être analysé. Mais Sophie m'a devancé. Nous sommes des amis de l'amour, a dit Sophie d'un ton suave, s'installant sur sa chaise comme si elle y avait été assignée depuis le début. Et du champagne, surtout du champagne, Janet a ri. Et juste comme ça, nous avons été intégrés à la table 3, comme si c'était notre place. D'autres invités ont commencé à arriver, le colocataire de Preston à l'université et sa femme, un des cousins de Naomi du côté de son père que j'avais dû croiser une fois, et un couple qui, je crois, travaillait avec Preston dans sa société financière. Tout le monde était amical, faisant la conversation sur la cérémonie et sur la beauté du décor. Et pas une seule personne ne s'est demandé pourquoi nous étions là. Enfin, à l'exception de Clara, que j'ai surprise en train de me fixer depuis la table d'honneur avec une expression qui suggérait qu'elle rédigeait mentalement une très longue liste de doléances. Je lui ai souri et j'ai levé mon verre d'eau dans un petit toast. Son œil a tressailli. Un point pour le gars qui d'habitude s'asseyait tranquillement et acceptait son sort. Le serveur a commencé à apporter le premier plat. Une sorte de salade avec des ingrédients que je ne pouvais pas identifier et une vinaigrette qui avait le goût de quelqu'un ayant mélangé du vinaigre balsamique avec de bonnes intentions. Sophie s'est penchée et a chuchoté. Cette salade coûte plus cher que la traite de ma voiture et a le goût de tonte de gazon hors de prix. Au moins, c'est cher, ai-je murmuré en retour. Imagine si c'était des tontes de gazon bon marché. Elle a renaclé dans son verre de vin, ce qui a poussé le gars en face de nous, le colocataire d'université de Preston, dont j'avais déjà oublié le nom, à lever les yeux avec intérêt. Pas un fan de la salade? Oh, elle est charmante, a dit Sophie sans se démonter. J'ai juste des opinions très arrêtées sur la roquette. C'est un légume controversé. C'est une feuille, ai-je fait remarquer. Encore plus controversé. Et d'une manière ou d'une autre, juste comme ça, nous étions intégrés à la table 3. Les gens riaient aux blagues de Sophie, me posaient des questions sur mon travail quand ils ont appris que j'étais dans l'architecture, et nous traitaient de manière générale comme si nous étions censés être là. C'était la fois où je m'étais senti le plus inclus à un événement des Ashford en 3 ans, et c'était entièrement parce que j'avais enfreint les règles et m'étais assis là où je n'étais pas censé l'être. La photographe a fait le tour de la salle, prenant des photos candides des tables. Et quand elle est arrivée à la nôtre, elle a demandé à tout le monde de se serrer pour une photo de groupe. Sophie s'est penchée vers moi, son épaule se pressant contre la mienne, et j'ai aperçu Clara qui nous observait depuis la table d'honneur. Son sourire semblait avoir été peint avec une main très tremblante. Le flash a crépité, capturant ce que j'en suis sûr était une magnifique image de la table 3 et de ces 2 invités imprévus qui avaient l'air de passer le meilleur moment de leur vie. Parce qu'honnêtement, c'était un peu le cas. Le dîner a progressé à travers de multiples plats qui ressemblaient tous à de l'art abstrait et dont le goût laissait penser qu'ils avaient été conçus par quelqu'un pour qui la saveur était vulgaire. Il y a eu un plat de poisson accompagné de mousse, une vraie mousse, comme si quelqu'un avait pris du savon et décidé que ça avait sa place dans une assiette, et une sorte de filet de bœuf qui était probablement très cher mais qui avait été cuit à la température exacte du on en fait trop. Sophie a commenté chaque plat en continu, comme si elle les critiquait pour un magazine culinaire spécialisé dans les choix douteux des riches, et je devais continuer à boire de l'eau pour éviter de rire trop visiblement.
Cette mousse, murmura-t-elle en la piquant avec sa fourchette comme si elle risquait de se défendre, c'est ce qui arrive quand les chefs regardent trop la chaîne cuisine et pas assez la réalité. C'est déconstruit, dit le colocataire d'université de Preston, j'avais appris qu'il s'appelait Trevor, et il était exactement aussi ennuyeux que ce nom le laissait supposer, avec un sérieux total. C'est censé représenter l'essence de la mer. L'essence de la mer, c'est le sel, l'eau et le poisson mort, dit aimablement Sophie. Ça, ce sont juste des bulles avec des délires de grandeur. J'ai sincèrement dû cacher mon visage avec ma serviette parce que je n'en pouvais plus. Trevor avait l'air confus, sa femme avait l'air amusée, et Janet riait ouvertement, ce qui m'a fait me sentir un peu moins mal à propos du fait que nous nous moquions essentiellement du repas très cher que quelqu'un avait payé une fortune. Depuis la table d'honneur, je pouvais voir Clara engagée dans ce qui semblait être une conversation intense avec sa mère. Toutes les deux jetaient de temps en temps des coups d'œil dans ma direction, comme si elles discutaient d'un problème à résoudre. Ce qui, à vrai dire, était tout à fait justifié, je supposais que j'étais devenu un problème, à ce stade. Mais le truc, c'est que j'avais été un problème discret, accommodant et invisible pendant 3 ans. Si je devais être un problème de toute façon, autant en être un d'intéressant. Le tintement des verres a commencé alors que le dessert était servi. Une sorte de gâteau de mariage déconstruit présenté en portions individuelles, qui coûtait probablement plus cher la bouchée que mon taux horaire. Le témoin s'est levé, ajustant son microphone avec l'énergie nerveuse de quelqu'un qui a écrit son discours dans l'avion pour venir. Son toast était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des histoires sur Preston à l'université qui se voulaient drôles, mais révélaient surtout que Preston était exactement le même dans la vingtaine qu'il ne l'était aujourd'hui. Quelques blagues sur le mariage recyclé à partir de tous les discours de témoins depuis la nuit des temps, et une conclusion touchante sur l'amour et le bonheur qui semblait assez sincère. Tout le monde a applaudi poliment. Preston avait l'air ému, à la façon des gars qui essaient de ne pas pleurer mais veulent aussi que tout le monde sache qu'ils sont sensibles. Naomi a tamponné ses yeux avec une serviette qui coûtait probablement $15. Puis ce fut le tour de Clara. En tant que demoiselle d'honneur, elle avait la charge du discours de la sœur. Et je dois lui accorder ça, elle était douée pour ça. Clara savait captiver une salle comme personne, elle savait exactement comment moduler sa voix pour un impact émotionnel maximum, et avait manifestement répété ce discours suffisamment de fois pour qu'il paraisse spontané tout en étant parfaitement chorégraphié. Elle a parlé de son enfance avec Naomi, de leur relation de sœur, du fait de voir Naomi trouver l'amour avec Preston et de savoir que c'était le vrai amour grâce à une anecdote sur la façon dont il lui apportait un café tous les matins. Ou quelque chose de tout aussi calibré pour faire ressentir des émotions à tout le monde. Tout le discours était beau, sincère, et a réussi l'exploit de ne pas mentionner son propre mari une seule fois. Pas une seule référence à son propre mariage, à nous, à quoi que ce soit qui puisse suggérer qu'elle avait un partenaire dans la salle. C'était comme si j'avais été effacé de son récit personnel, supprimé de son histoire, comme une scène coupée au montage final. Sophie s'est penchée pendant les applaudissements qui ont suivi le discours de Clara. Est-ce qu'elle vient de faire tout un toast sur l'amour sans mentionner qu'elle est mariée? Bienvenue dans ma vie, ai-je marmonné en applaudissant avec tout le monde, car qu'allais-je faire d'autre? C'est en fait impressionnant, d'une manière vraiment déprimante, a dit Sophie. Et je ne pouvais pas dire si elle plaisantait ou si elle était sincèrement compatissante. Peut-être les deux. Les discours semblaient toucher à leur fin. Le père de Naomi avait fait son discours de père de la mariée plus tôt. Les parents de Preston s'étaient relayés pour dire quelque chose sur la famille et l'unité. Et maintenant, on aurait dit que nous nous dirigions vers la partie coupe du gâteau et danse de la soirée. J'étais en fait soulagé, pensant que je pourrais peut-être survivre au reste de la nuit sans drame supplémentaire. Et puis, Sophie s'est levée. Elle s'est levée, a pris sa coupe de champagne et l'a tapotée avec son couteau. Pas de façon agressive, mais assez fort pour que les gens des tables voisines se retournent pour regarder. Mon cœur est descendu directement dans mon estomac, et a probablement continué sa course à travers le sol. Sophie, ai-je sifflé. Qu'est-ce que tu fais? Quelque chose d'intéressant, murmura-t-elle en retour, puis elle éleva la voix pour s'adresser à la salle. Bonjour, tout le monde. Désolé de vous interrompre, mais je voulais juste dire quelque chose, si vous le permettez. La salle est devenue silencieuse de cette façon qui se produit lorsque quelqu'un fait quelque chose d'inattendu lors d'un événement formel. Pas encore tout à fait gênant, mais définitivement surpris. Le DJ a baissé la musique. Les gens des autres tables se sont tournés pour regarder. À la table d'honneur,
je pouvais voir Naomi qui avait l'air confuse, Preston qui avait l'air légèrement agacé, et Clara qui avait l'air de regarder son pire cauchemar se dérouler en temps réel. Sophie a souri, complètement imperturbable face à l'attention, à l'aise d'une manière qui suggérait qu'elle avait déjà fait des discours improvisés auparavant et qu'elle recommencerait sans hésiter. Je n'étais pas censé prendre la parole ce soir. Je ne suis pas de la famille. Je suis à peine une vraie invitée, pour être honnête. Mais j'ai écouté tout le monde parler d'amour, d'engagement et de ce que ces choses signifient, et je voulais ajouter quelque chose. Elle s'est tue, laissant le silence s'installer, et je jure devant Dieu que j'ai arrêté de respirer. Que faisait-elle? C'était de la folie. C'était un suicide social. C'était. C'est vraiment beau de voir à quoi ressemble l'amour inconditionnel, a poursuivi Sophie, sa voix portant à travers la salle de bal avec une clarté parfaite. Certaines personnes passent toute leur vie sans en faire l'expérience, sans savoir ce que ça fait d'être vu, d'être valorisé, d'être traité comme si on comptait. Et je trouve ça vraiment triste. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde était suspendu à ses lèvres, essayant de deviner où cela allait mener. Je voyais les gens échanger des regards, je pouvais sentir la confusion collective monter. Le sourire de Sophie n'a pas faibli. Alors, je voulais porter un toast, a-t-elle dit, levant sa coupe de champagne plus haut. À ceux qui continuent d'être là, même quand on les rend invisibles. Aux personnes qui s'assoient au fond de la salle derrière des piliers, à la table 8. Et qui choisissent quand même d'être présentes. À tous ceux qui ont un jour été traités comme une arrière-pensée mais qui sont restés malgré tout, parce que c'est à ça que ressemble le véritable engagement. Elle a légèrement tourné, son verre maintenant clairement dirigé vers moi, son expression chaleureuse, sincère et absolument calculée pour causer un impact maximal. À ceux qui méritent mieux que ce qu'ils ont reçu. Toutes les têtes dans la salle de bal se sont tournées pour me regarder. Pas subtilement, pas discrètement. Devrait être tournées comme si j'étais un accident de voiture qu'ils ne pouvaient s'empêcher de regarder. J'ai senti mon visage s'empourprer. J'ai senti le poids de probablement 200 paires d'yeux, toutes fixées sur le gars assis à la table 3 où il n'était absolument pas censé être, avec une femme qui n'était certainement pas sa femme, recevant un toast qui dénonçait absolument tout ce qui n'allait pas dans cette journée tout entière. Sophie a maintenu le contact visuel avec moi, souriant toujours, attendant que je réponde. Le silence s'est prolongé, est devenu inconfortable, a commencé à devenir insupportable. J'avais deux choix. M'enfoncer dans ma chaise et souhaiter la mort, ou assumer ce moment. Je me suis levé lentement, délibérément, en m'assurant que tout le monde puisse me voir. J'ai levé mon verre d'eau, car j'avais fini mon champagne aux alentours du plat de mousse, et j'ai croisé le regard de Sophie par-delà le mètre qui nous séparait. Au fait d'être présent, ai-je dit, assez fort pour que les tables voisines entendent, mais assez doucement pour que ce soit intime. Même quand personne ne veut de vous. Nous avons trinqué. Le son a semblé incroyablement fort dans la salle de bal silencieuse. Et puis, parce que l'univers n'en avait apparemment pas fini avec moi, quelques personnes ont commencé à applaudir. Juste quelques-uns au début. Trevor et sa femme, Janet, quelques personnes aux tables voisines qui appréciaient soit le sentiment, soit qui se sentaient simplement mal à l'aise face à ce silence. Mais ça a grandi, et c'est devenu quelque chose qui ressemblait davantage à de vrais applaudissements. Et soudain, nous vivions un moment au beau milieu de la réception de mariage de Naomi. Là-haut à la table d'honneur, le visage de Clara était passé par plusieurs couleurs pour se fixer sur quelque chose proche du blanc. Sa mère avait l'air d'avoir avalé un poison. Naomi avait l'air confuse et légèrement agacée que l'attention se soit détournée d'elle pour son jour spécial, et Preston avait juste l'air inexpressif, probablement en train de calculer si cela allait affecter le planning. Sophie s'est rassise, ayant l'air extrêmement satisfaite d'elle-même, et s'est penchée pour chuchoter. Ça s'est bien passé. Nous avons des définitions très différentes de bien, ai-je murmuré en me rasseyant avant que mes genoux ne lâchent sous l'effet de l'adrénaline. Clara va me tuer. Me tuer pour de vrai. Ils vont trouver mon corps dans une fontaine décorative. Au moins tu mourras en ayant été vue, dit joyeusement Sophie en prenant une gorgée de son champagne. C'est plus que ce que tu avais ce matin. Elle n'avait pas tort. Et tandis que le DJ relançait rapidement la musique pour essayer de dissiper l'étrange tension que le toast de Sophie avait créée, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois en 3 ans d'appartenance à l'orbite de la famille Ashford, quelqu'un avait réellement reconnu que j'existais, que j'avais de l'importance, et que la façon dont j'avais été traité était mauvaise.
Il avait fallu une parfaite inconnue pour le faire, ce qui en disait long sur mon mariage et nécessitait probablement que j'y réfléchisse. Mais pas maintenant. Pour l'instant, j'avais juste besoin de survivre à ce qui allait suivre. Le reste du dîner a été à peu près aussi confortable que de s'asseoir sur un cactus pendant que quelqu'un vous lit votre propre oraison funèbre. Les gens n'arrêtaient pas de jeter des coups d'œil vers notre table. Sans même essayer d'être discrets, juste en nous fixant pleinement comme si nous étions un accident de voiture dont les survivants trébuchent autour, et les murmures avaient commencé juste après que Sophie se soit assise. Je pouvais presque entendre la machine à potins tourner à plein régime, produisant des théories sur qui elle était, ce que ce toast signifiait, et si je faisais une sorte de dépression publique, ou si j'avais une liaison, ou les deux. Sophie, de son côté, semblait complètement insensible au chaos qu'elle avait créé. Elle a mangé son gâteau déconstruit avec la concentration de quelqu'un qui ne venait pas de prononcer un discours qui serait probablement débattu lors des réunions de la famille Ashford pour la décennie à venir. Commentant occasionnellement la texture du glaçage ou l'intégrité architecturale des fleurs en sucre. Pendant ce temps, j'étais assis là à essayer de trouver s'il y avait un moyen poli de simuler une urgence médicale et d'évacuer avant que Clara ne puisse me coincer. Alerte spoiler, il n'y en avait pas. La découpe du gâteau a eu lieu. Naomi et Preston ont fait ce truc où ils se donnent à manger de toutes petites bouchées pendant que tout le monde prend des photos. Réussissant à être à la fois adorable et vaguement menaçant alors que Preston écrasait un peu de gâteau sur le visage de Naomi dans ce qui se voulait joueur mais semblait un peu agressif. La première danse a eu lieu, sur une chanson qui avait sans doute du sens pour eux, mais qui ressemblait à tous les autres slows de mariage jamais écrits. Plus de photos, plus de champagne, plus de discours de proches qui pensaient que tout le monde voulait entendre leurs opinions sur le mariage, bien que la plupart d'entre eux aient divorcé au moins une fois. J'essayais de me fondre à nouveau dans le décor, les vieilles habitudes ont la vie dure, quand Clara est apparue à côté de ma chaise tel un fantôme particulièrement bien habillé. Elle n'a rien dit au début, elle est juste restée là, irradiant de fureur d'une manière qui était honnêtement impressionnante, considérant qu'elle maintenait toujours ce sourire de façade. Sophie a remarqué son arrivée et a fait mine de consulter son téléphone, nous donnant l'illusion de l'intimité, même si tous ceux dans un rayon de 3 mètres écoutaient certainement. Dehors, a dit doucement Clara. Maintenant. Ce n'était pas une demande. Je me suis levé, j'ai fait un signe de tête pour m'excuser auprès de la table, même si je n'avais rien à me reprocher, et j'ai suivi ma femme à travers la salle de bal vers l'une des sorties latérales qui menait à une terrasse avec vue sur les montagnes. La vue était probablement époustouflante, tous ces sommets grandioses et couleurs de coucher de soleil. Mais je ne prêtais pas vraiment attention au paysage parce que j'étais trop occupé à me préparer pour ce qui allait être une conversation très désagréable. La porte s'est refermée derrière nous, coupant la musique et les bavardages de l'intérieur. Et soudain, nous n'étions plus que tous les deux dans l'air du soir qui se rafraîchissait rapidement. Clara s'est retournée contre moi immédiatement, son calme se brisant enfin maintenant que nous étions seuls. « Qui est cette femme, bon sang, Blake ?» Je te l'ai déjà dit. Elle s'appelle Sophie. Elle était assise à côté de moi à la cérémonie. Je me fiche de savoir où elle était assise. Je veux savoir pourquoi elle vient de faire un discours sur toi au beau milieu de la réception de mariage de ma sœur. La voix de Clara s'élevait, grimpant vers un registre que j'entendais rarement chez elle. As-tu une idée d'à quel point c'était humiliant? Tout le monde ne parle que de ça. Ma mère est furieuse. Bien sûr que ta mère est furieuse. Ta mère est toujours furieuse à propos de quelque chose que je fais. À Thanksgiving dernier, elle était en colère parce que j'avais utilisé la mauvaise fourchette pour la salade. Il ne s'agit pas de fourchette, Blake. Il s'agit de toi en train de faire un scandale avec une femme que personne ne connaît. Elle s'appelle Sophie, ai-je répété, plus fermement cette fois. Et elle ne faisait pas un scandale. Elle faisait passer un message. Quel message? Que tu es embarrassant? Que tu ne peux pas supporter une seule journée à faire partie de cette famille sans te comporter comme un enfant? Un froid s'est installé dans ma poitrine. Le genre de froid qui précède le moment où l'on dit quelque chose qu'on ne pourra plus retirer. Faire partie de cette famille, Clara? J'ai été placé derrière un pilier au mariage de ta sœur. Derrière un vrai pilier où je ne voyais rien, tu sais ce que j'ai ressenti? La disposition des places n'était pas personnelle. Arrête de dire ça. J'ai littéralement élevé la voix, ce qui nous a choqués tous les deux. Je n'élevais jamais la voix. Ce n'était pas mon genre.
Mais 3 ans à ravaler ma frustration et une journée entière à être traité comme un déchet humain avaient apparemment atteint mon point de rupture. Arrête de faire comme si ce n'était pas intentionnel. Ta mère m'a placé là parce que c'est exactement comme ça que ta famille me voit, comme quelque chose qu'il faut cacher. Quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à l'image que vous essayez tous de projeter. Les yeux de Clara sont devenus brillants, ce qui signifiait généralement que les larmes allaient venir, mais sa voix est restée dure. Tu es paranoïaque. Ma mère essayait juste d'organiser un plan de table compliqué. Je suis ton mari. J'aurais dû être à ta table, ou à tout le moins quelque part où je pouvais réellement voir la cérémonie. Mais au lieu de ça, j'étais à la rangée 12 derrière un pilier comme si j'étais un lointain cousin que personne n'aime. Mais qu'on s'est senti obligé d'inviter. Et quand je t'en ai parlé avant le mariage, tu as dit que ta mère s'en occupait. Comme si ça expliquait tout. Comme si c'était normal. Blake. Et au dîner, j'étais à la table 8. La table 8, Clara? Sais-tu seulement où se trouve la table 8? C'est à côté de la cuisine. C'est là que tu mets les gens quand tu ne peux pas justifier de les exclure totalement, mais que tu ne veux absolument pas qu'ils soient quelque part d'important. Elle a croisé les bras, sur la défensive maintenant. Alors, tu as décidé de simplement changer de table pour t'asseoir avec une femme au hasard et de la laisser porter des toasts sur toi comme si tu étais une sorte de victime. Je suis une victime de l'obsession de ta famille pour les apparences et le statut. Et pour s'assurer que tout a l'air parfait aux yeux du monde extérieur. Sais-tu ce que Sophie m'a dit pendant la cérémonie? Elle a dit que j'avais l'air d'avoir été banni. Et elle avait raison. Parce que c'est exactement ce que fait ta famille. Ils me bannissent aux confins. Ils me gardent juste assez visible pour que personne ne puisse les accuser d'être impolis. Mais assez loin pour que je ne gâche pas leur parfaite photo de famille. Clara pleurait pour de bon maintenant. Son mascara commençait à couler légèrement, ce qui m'aurait fait me sentir coupable en d'autres temps, mais là, ça me fatiguait juste. C'est le mariage de ma sœur, Blake. Un seul jour, je t'ai demandé un seul jour de juste être normal, d'être un soutien, de ne pas rendre les choses difficiles. Je n'ai rien rendu difficile. Je suis venu. Je me suis assis où on me l'a dit. J'ai regardé une cérémonie que je pouvais à peine voir. Je suis allé au cocktail tout seul pendant que tu disparaissais pour les photos. J'étais exactement ce que ta famille voulait, invisible. La seule différence, c'est que Sophie m'a vu, malgré tout. Oh mon Dieu, a dit Clara, sa voix redevenant tranchante. Tu couches avec elle? C'est de ça qu'il s'agit?